Bonjour et bienvenue dans Éduque-moi si tu peux, le podcast où l'on explore avec rigueur scientifique, curiosité et second degré le monde parfois complexe, parfois absurde du système éducatif. Aujourd'hui, on sort les rames pour naviguer dans les eaux troubles de la politique éducative. On va observer ce que la science sait vraiment de l'apprentissage et ce que la politique décide, parfois, de ne pas entendre. On va aussi plonger la tête sous l'eau pour mieux voir ou tenter de mieux comprendre pourquoi la recherche avance, éclaire, explique, mais reste bloquée, immobile, à la porte des ministères. Depuis 30 ans, les neurosciences, la psychologie cognitive et la recherche pédagogique ont accumulé des montagnes de connaissances. On comprend mieux comment le cerveau apprend, se développe et quelles pratiques pédagogiques fonctionnent réellement. Mais entre idéologie, pression médiatique, cycles électoraux et croyances datées, la science avance tandis que la politique zigzague. Mais alors si les preuves scientifiques existent, pourquoi ne guident-elles pas davantage les politiques éducatives ? Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi ? On nous sert volontiers l'idée que si les sciences de l'éducation peinent à s'accorder avec les décisions politiques, ce ne serait qu'une question de trésor public. Le financement, les ressources humaines, les moyens matériels, bref, la sainte trinité du budget brandie comme paravent officiel. Et bien sûr, cette réalité existe, on ne rénove pas une maison sans faire de plan, sans ouvriers compétents et avec seulement un morceau de bois et 2 bouts de ficelle qui traînent par là. Il faut du temps, des moyens et des ressources. Mais tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, celle qu'on nous montre fièrement en disant « Bah vous voyez, c'est ça le problème. Ah plus de sous, ah plus rien dans la tirelire. » Ouais, moi enfin si j'ai du mal à finir mes fins de mois, perso je commence d'abord par me débarrasser de mes comptes Netflix, Amazon Prime et Disney+, avant d'arrêter d'acheter de la bouffe. Il y a quand même des priorités. Bon, de toute façon, c'est qu'une parade, une excuse commode qui cache des obstacles bien plus déterminants et bien moins avoués. La réalité, c'est qu'un mandat politique en France, c'est 5 ans. 5 petites années qui favorisent les réformes mécaniques qui offrent des résultats visibles très vite. Et idéalement avant la prochaine élection, et si possible, s'il vous plaît, sous forme de graphique, capable de tenir sur un PowerPoint. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Or, les transformations profondes que nécessite la révision des programmes et l'évolution des outils pédagogiques demandent du temps. Du temps pour former, du temps pour instaurer, du temps pour évaluer. Bref, tout ce que le calendrier électoral ne sait pas offrir. Résultat, on privilégie des mesures symboliques, des annonces chocs et des réformes populistes, plutôt que des politiques éducatives construites sur des preuves solides. Bah ouais les gars, faut penser au prochain mandat. Vient ensuite l'opinion publique, cet électeur collectif et capricieux qu'il faut séduire sans pour autant brusquer. Prendre une décision clivante en matière d'éducation, c'est risquer de froisser une partie de l'électorat, et ça les politiques, ils aiment pas trop ça. Alors mieux vaut éviter les remous, même si ça implique de remettre à plus tard les véritables avancées pédagogiques. Comme l'opinion est fortement influencée par les médias, ce sont souvent les méthodes à la mode, auréolées par un reportage, un best-seller ou un expert instantané de plateau télé, qui remontent en tête des priorités politiques. Ces méthodes peuvent parfois être pertinentes, certaines émissions et enquêtes vulgarisent très bien des approches scientifiques rigoureuses, et dans ce cas tant mieux si ça permet de faire avancer le système éducatif. Le problème c'est lorsque les études relayées sont approximatives, mal comprises ou tout simplement infondées. Mais si la méthode est populaire, pourquoi se fatiguer à creuser ? Après tout, si tout le monde est content, c'est presque comme si ça marchait, non ? Presque. Allez. Sauf pour l'évolution pédagogique, bien sûr, qui, elle, n'apprécie pas beaucoup de servir de variable d'ajustement à l'humeur médiatique. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Puis il existe un autre frein, souvent inavoué, les croyances culturelles ou sociales profondément ancrées dans notre rapport à l'école. Certaines idées, héritées des générations passées, survivent malgré les avancées scientifiques, un peu comme ces vieilles légendes familiales qu'on se répète sans trop savoir si elles sont vraies. Alors l'idée que la mémorisation est la seule façon d'apprendre demeure encore robuste, presque indestructible même, bien qu'elle contredise quantité de preuves montrant l'importance de l'apprentissage actif et du raisonnement critique. Ces croyances, parce qu'elles rassurent, se montrent souvent plus résistantes que les connaissances scientifiques. Parce que là, elles ont le tort de demander de la réflexion, de la nuance et de la remise en question. Et ça, c'est un peu moins fastoche. Alors que nous dit l'avancée des neurosciences, de la psychologie cognitive et des sciences de l'éducation sur la façon dont notre cerveau apprend ? Tout d'abord que le cerveau apprend en modifiant ses connexions, c'est la plasticité cérébrale. L'apprentissage ne se grave pas comme une inscription définitive sur une plaque de marbre, non, il se tisse, se retisse et s'ajuste.
Chaque expérience, chaque information ou découverte vient transformer et renforcer le paysage cérébral, un peu comme un urbaniste soucieux d'optimiser la circulation d'une ville en perpétuelle expansion. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, Chamari, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. En opposition, le système éducatif, lui, a tendance à considérer que l'on peut remplir le cerveau comme on remplit un placard de cuisine, en y entassant des boîtes de conserve jusqu'à ce que ça ne ferme plus du tout. Et non, c'est pas en rajoutant des infos en masse dans le saladier qu'on finit par faire lever une pâte intellectuelle miraculeuse. Faut savoir doser. La surcharge cognitive, c'est comme une pluie battante qui éteint le feu de la connaissance avant même qu'il ait eu le temps de prendre. Et si elle est si présente dans le système scolaire, c'est parce que les cours sont avant tout pensés pour boucler les programmes plutôt que pour être réellement compris. Les neurosciences nous apprennent aussi que l'attention n'est pas un robinet que l'on peut ouvrir ou fermer à volonté. Bah non. Déjà parce qu'entasser 8 heures de cours où on mélange triangle isocèle, la géographie des fleuves russes et les subtilités du subjonctif imparfait, c'est pas vraiment le meilleur moyen de rester vif. On voudrait croire que la concentration est un muscle, mais à voir les rangées de silhouettes voûtées sur leur chaise en classe, on soupçonne que ce muscle-là s'atrophie dès la 2e heure de cours. Alors les paupières deviennent lourdes. Pas par paresse, mais par respect pour les lois élémentaires de la biologie. L'esprit a aussi besoin de pause, d'air et de silence. Embêtant ça. Ah, et le cerveau a besoin de mouvement aussi. Le cours de sport, bien qu'il soit le seul moment de la semaine où l'on peut utiliser ses jambes, ne suffit pas à lui seul à pallier aux besoins humains et naturels de mouvement. Pour apprendre, pour garder de l'attention, l'esprit a besoin de se connecter au corps, à des gestes, à vivre quoi. Sérieusement, 8 heures de cours assis sur une chaise et l'on attend d'eux qu'ils absorbent, qu'ils retiennent et qu'ils excellent ? Non mais les gars, 8 heures assis sur une chaise, c'est plutôt en faveur de l'atrophie cérébrale. Et puis le lendemain, on recommence le cycle, assis comme des hiboux sur une branche, à ingurgiter une nouvelle pile de connaissances à entasser sur les ruines fumantes de la veille. Au final, le cerveau saturé finit par ressembler à un ordinateur des années 90 sur lequel on aurait ouvert 50 onglets en même temps, il surchauffe, il rame et il affiche des messages d'erreur. On peut pas exiger de la concentration quand les conditions elles-mêmes semblent lutter contre toute forme de lucidité. Pourtant, on n'est pas en train de parler d'un système éducatif utopiste. Certains pays ont opté pour des approches pédagogiques différentes qui ont démontré des résultats réellement positifs. En Finlande, par exemple, la formation initiale des enseignants est très poussée. Elle inclut des modules de psychologie de l'apprentissage et encourage à comprendre comment leurs élèves apprennent et pas uniquement à leur transmettre du contenu. Résultat, les élèves finlandais figurent régulièrement parmi les meilleurs en compréhension et en pensée critique dans les évaluations du PISA. Le PISA, c'est le programme international de suivi des acquis des élèves piloté par l'OCDE pour mesurer l'efficacité des systèmes éducatifs. Au Japon, les écoles enseignent dès le primaire des stratégies de mémorisation comme des révisions espacées ou l'auto-évaluation. Les élèves apprennent comment comprendre et non plus seulement quoi apprendre. Et les tests PISA révèlent une meilleure capacité à retenir et à appliquer l'information à long terme. Et au Canada, l'entraide entre les élèves n'est non seulement pas considérée comme de la triche, mais encouragée et valorisée. Et oh miracle, on observe une motivation accrue, une meilleure compréhension des notions et un développement des compétences sociales et collaboratives. Les exemples d'approches pédagogiques positives ne sont pas rares, mais proviennent essentiellement des pays nordiques, peut-être un peu trop éloignés pour inspirer la France qui a encore des siècles de retard. Alors pendant que les autres réinventent l'école en encourageant la curiosité et l'autonomie, la France, elle, débat encore sur la couleur des intercalaires. L'État, carrément ? Vous dites qu'ils sont tous endormis au volant ? Oui. Alors pour recentrer les priorités, histoire de ne pas laisser nos décideurs naviguer à vue dans cet océan de pédagogie, on va établir une petite carte avec quelques repères sur les méthodes pédagogiques qui ont démontré leur efficacité. Au nord, on a la boussole pointée vers des objectifs clairs. Et oui, se lancer dans des cours sans comprendre avant tout pourquoi on le fait, ni quel sens on donne à cet apprentissage, revient à le vider de sa substance. Sans objectif défini, l'apprentissage perd sa signification et avec elle, la motivation d'acquérir réellement de nouvelles connaissances. Au sud, bienvenue dans les contrées de l'apprentissage actif. Actif veut dire devenir acteur de son apprentissage, discuter, résoudre des problèmes, manipuler, se tromper, recommencer, pas uniquement écouter, l'affermer et prendre des notes. Parce que dans ces conditions, l'engagement mental reste optionnel. Les cours doivent vivre avec les élèves, s'adapter, évoluer et se nourrir des interactions. Si à la question « Est-ce que mon cours aurait été le même si la classe était vide ?», et si la réponse est oui, alors il y a fort à parier que ce cours n'ait pas été très profitable. Parce que le cerveau, ingrat qu'il est, n'apprend pas en écoutant, il apprend en faisant. À l'ouest, on explore un monde nouveau, serein, où les informations ne s'ingurgitent pas en masse façon gavage de canard pour Noël.
Si j'ai une interro le vendredi matin, non, je ne vais pas m'enfiler 17 chapitres dans le gosier le jeudi soir. Surtout que fatigué et pas franchement motivé, mon cerveau se contente de voir les mots, pas de les lire, sans les comprendre et encore moins les retenir. Apprendre, c'est une histoire de temps, répéter, respirer, y revenir, laisser la mémoire se réactiver à son rythme. Et c'est un art qui se cultive tôt, très tôt. À l'Est, temps radieux dans les plaines du feedback. En fait, le feedback immédiat possède une sorte de magie subtile. Elle éclaire l'erreur au moment même où elle naît et transforme le doute en compréhension. Chaque correction devient une opportunité, chaque remarque est un levier, chaque effort est reconnu dans l'instant. Mais en France, on a le culte de la note, nous. Une espèce de couperet tranchant destiné à jauger l'intelligence, le travail et même l'âme. Sans grand sens, par peut-être cultiver la peur, la pression et le sentiment d'injustice. Et les jeunes, eux, ils s'évertuent à transformer leur cerveau en machine à satisfaire des cases arbitraires. En fait, le constat est simple, d'un côté il y a des chiffres froids, et de l'autre, la chaleur d'une parole vivante qui accompagne la pensée. Et sans attendre le verdict du jugement dernier qui tombe quelques semaines plus tard, là, quand l'esprit s'est déjà bien rempli de 10 000 autres choses, et que plus rien ne fait sens. À votre avis, pourquoi les jeunes sont si fascinés par les jeux vidéo ? Pourquoi ils peuvent y passer des heures et progresser bien plus vite que dans n'importe quelle salle de classe ? Dans le monde du jeu, tu perds, tu recommences. Tu perds et tu recommences. C'est immédiat. Tu peux tout de suite identifier tes failles, repérer là où tu as trébuché et élaborer dans l'instant une stratégie pour surmonter l'obstacle. Et tu recommences, jusqu'à ce que tout s'aligne en ayant appris de tes erreurs. Tu n'obtiens pas une note arbitraire qui juge si tu es bon ou mauvais, tu obtiens une nouvelle occasion de réussir. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous. Et pour voyager dans tout ça, on ne prend pas que le bateau, parce que pour certains, la flotte, c'est pas leur truc. Alors on ne perd pas de vue que de multiplier les supports favorise les apprentissages. On a 5 sens, faudrait peut-être penser à s'en servir. Oui, le cerveau a besoin d'être stimulé pour apprendre. Et non, le fidèle polycopier figé n'est vraiment pas stimulant. Ce morceau de papier mort en noir et blanc et à l'interaction inexistante offre plutôt l'effet d'une pierre tombale. L'esprit a besoin de sons, de schémas, d'animations, de témoignages, d'une véritable histoire interactive pour se créer lui-même ses propres évocations auxquelles se raccrocher. Et comme chaque format active un sens, non seulement il capte l'attention, la maintient, et en plus il permet de s'adapter à tous les profils d'apprentissage. Alors non, le but n'est pas de fustiger les profs, la plupart ont réellement la volonté de semer ces approches dans leurs cours, mais se retrouvent coincés dans la vase de la réalité scolaire. Parfois c'est simplement de la méconnaissance, parce que le système actualise ses formations aussi rapidement qu'un vieux GPS, mais le plus souvent, c'est le temps qui fait défaut. Le polycopier a en effet son côté pratique, c'est rapide, c'est condensé, c'est l'usine, apprentissage à la chaîne, rendement assuré. C'est certain qu'on peut se gaver d'une tonne de chapitres de cette manière. Mais quel intérêt si c'est l'indigestion ? Clore le programme à la fin de l'année ? Ouais, ok, bravo. Mais clôturer le programme ne veut pas dire comprendre, ni retenir, ni assimiler le programme. Le tort ne revient pas au prof qui se contorsionne déjà tant bien que mal sous la pression de l'éducation nationale pour boucler le programme. La balle de la remise en question doit revenir dans le camp des décideurs, des politiques, des institutions. Revoir les programmes surchargés, offrir de l'air aux enseignants pour qu'ils puissent proposer de nouvelles approches, prendre le temps, écouter, illustrer, respirer. Et retrouver eux aussi l'étincelle qui les a poussés à enseigner. Bon, qu'on se rassure, l'éducation n'est pas totalement à la masse en France. Il y a tout de même des initiatives locales et des expérimentations de programmes basés sur la recherche qui produisent des résultats positifs pour l'amélioration des apprentissages. Par exemple, le programme Parler, qui a été initialement introduit en 2005 dans les écoles grenobloises situées en zone d'éducation prioritaire. C'est un programme basé sur les travaux de la conscience phonologique qui permet de percevoir, découper et manipuler les unités sonores comme les syllabes, les rimes et les phonèmes. Un travail donc sur les piliers cognitifs de la lecture et du langage dès la grande section de maternelle qui permet une amélioration durable de la fluidité de lecture et de la compréhension. Un autre exemple, la classe inversée. C'est une approche pédagogique qui modifie l'organisation traditionnelle des cours. Au lieu d'avoir de la théorie en classe et des exercices à la maison, la théorie est étudiée à la maison via des podcasts ou autres supports numériques, et le temps de classe est consacré aux activités pratiques, aux projets collaboratifs et aux discussions guidées par l'enseignant. Certains collèges de Lyon ou de Nantes ont expérimenté cette approche, notamment en cours de sciences et de langue, avec un suivi de plusieurs mois pour mesurer les effets sur la participation et la compréhension. Résultat, les élèves se sont montrés davantage impliqués grâce à l'interactivité en classe. Ça a permis une réduction des difficultés dans la compréhension et l'assimilation des concepts complexes. Et évidemment, un meilleur développement de l'autonomie et de la motivation. Dernier exemple, les programmes de développement des CPS.
les compétences psychosociales, qui regroupent les capacités de comprendre, réguler ses émotions, de développer des relations positives et de prendre des décisions responsables. Les études montrent, bien que ça paraisse évident, que le développement des CPS renforce les compétences scolaires, réduisent les conflits, améliore la gestion des émotions et du stress et permettent un climat scolaire plus positif. Quelques départements français soutenus par les collectivités ou les académies ont commencé à intégrer ces modules de développement des CPS dans leurs établissements. Les initiatives locales sont nombreuses, avec l'appui des collectivités, la motivation des enseignants, l'enthousiasme des enfants et même les familles sont en demande. Mais malgré les résultats positifs, ces élans peinent à dépasser le stade expérimental et à se diffuser à l'échelle nationale. Pourquoi ? On en revient toujours au point de départ. Le système éducatif français reste fortement centralisé, toutes les décisions sont définies au niveau national, et toutes les initiatives, même brillantes, risquent de venir chatouiller le programme officiel établi, qui est le seul à être adopté à grande échelle. Et puis les innovations qui fonctionnent sont souvent impulsées par des enseignants passionnés, déjà convaincus du bénéfice de ces approches et surtout de leur application. Mais à l'échelle nationale, les formations aux enseignants rechignent à actualiser véritablement leurs méthodes. Sans compter qu'il n'existe pas de mécanisme officiel pour capitaliser, structurer et diffuser ces pratiques dans tout le pays. Et puis ça impliquerait d'adapter, voire de repenser la structure même de ce Graal, jalousement gardé par les chevaliers de la table ronde de l'éducation nationale, le programme scolaire. C'est pas faux. Pourtant il est assez facile de s'y projeter dans ce monde parallèle. Ce grand jardin pédagogique où les décideurs se comporteraient enfin comme de véritables cultivateurs passionnés et non comme des industriels pressés qui plantent sous serre en espérant que tout pousse droit. Allez, soyons fous, imaginons qu'ils osent enfin pousser le portillon. Fermez les yeux. Voilà, on ferme les yeux. Décrivez ce que vous voyez. On y trouverait des enseignants formés à la psychologie de l'apprentissage, comme des jardiniers sachant vraiment comprendre la terre qu'ils cultivent, des programmes allégés taillés avec soin pour laisser passer la lumière, des méthodes de révision plantées dès le primaire, histoire que les racines prennent tôt, des classes où la coopération ne serait plus considérée comme un parasite, mais comme un engrais naturel, des évaluations faites pour cultiver la croissance plutôt que pour trier des plantes par taille, et des élèves qui quitteraient ce jardin scolaire avec des compétences psychosociales bien enracinées et l'envie de faire éclore leur propre voix. Ouais, c'est facile à imaginer, sans doute plus facile que de le faire pousser. Mais pour le faire pousser, faudrait peut-être d'abord arrêter de laisser croupir le système d'arrosage là-bas au fond, près de la cabane à outils rouillés. Tout est là, la terre, les graines, l'eau. Faut juste pas laisser nos enfants devenir des légumes. C'est sur cette image champêtre que se termine ce premier épisode d'Éduque-moi si tu peux. Merci de nous avoir écoutés. Prenez le temps de laisser infuser les pistes de réflexion de ce podcast et n'hésitez pas à réagir, à partager pour rendre cette initiative vivante, collective et participative. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Harcèlement scolaire, un monstre connu que personne n'attrape. Salut!